Vous êtes sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosque, ravi de vous retrouver. Au sommaire, ce dimanche, les Panama Papers ou l'ampleur de la fraude fiscale à l'échelle planétaire, liste interminable de personnalités épinglées. Les registres de Mossack Fonseca ne sont pourtant qu'une petite partie émergée de l'iceberg. Combien pèsent les paradis fiscaux? Y a-t-il un manque de volonté politique à en finir avec la fraude? Entre comptes offshore légaux et véritable système d'évasion fiscale, comment faire la part des choses? C'est un débat vieux comme le monde. Comment lutter contre le plus vieux métier du monde? La France est devenue cette semaine le 5e pays européen à sanctionner les clients des prostituées. Une approche qui ne fait pas l'unanimité. La prostitution, esclavage moderne ou activité professionnelle. Quel bilan en Suède, pays pionnier? Est-ce le germe d'un mécontentement à la indignée espagnole? Le début d'un mouvement alternatif est-il spontané? En France, depuis une dizaine de jours, le mouvement Nuit debout permet d'exprimer son ras-le-bol en place publique. La société civile peut-elle faire mieux que les élites? Comment faire évoluer un système de l'extérieur? Et avant d'en parler, voici tout de suite nos kiosqueurs. Ce dimanche, Alain Lallemand, journaliste au quotidien belge Le Soir. Vous êtes membre du Consortium international de journalistes d'investigation. Depuis 2013, vous avez été l'un des co-auteurs des enquêtes Offshore Leaks, LuxLeaks et SwissLeaks. Et cette semaine, bien sûr, les Panama Papers. Sonia Mabrouk, journaliste à la radio française Europe 1, où vous animez le débat des grandes voix et les grandes voix vous répondent. Vous présentez également le 22h sur la chaîne parlementaire française Public Sénat. Franco-tunisienne, vous collaboriez auparavant à l'hebdomadaire Jeune Afrique. Louis Comayou, président du Club de l'information africaine, tour à tour correspondant des quotidiens camerounais Le Messager, mutation de Radio Vatican et de BBC Afrique, puis directeur de l'information de la chaîne de télévision Télésud. Et puis avec nous en direct, en duplex de Genève, Serge Michel, journaliste suisse, grand reporter au service international du Monde, avant le quotidien français, rédacteur en chef adjoint du journal suisse Le Temps et correspondant freelance notamment en Afrique, cofondateur du Bondi Blog, prix Albert Londres en 2001 pour votre travail en Iran. Merci à vous d'être en direct avec nous depuis Genève et puis merci à vous trois d'être en plateau pour commenter et analyser l'actualité de la semaine. Alors cette semaine, on n'a pas découvert la Lune, mais on a peut-être une meilleure idée de sa taille. Des journalistes du monde entier ont enquêté pendant des mois sur les Panama Papers. C'est une affaire de paradis fiscaux, plus exactement de sociétés offshore créées dans des pays où les impôts sont très faibles, voire inexistants, par un cabinet panaméen, Mossack Fonseca. Les Panama Papers, vous allez voir, ont fait plusieurs fois le tour de la planète cette semaine. Panama Leaks Panama Papers. Un proprio consulente fiscale o finanziario a uno dei tanti studi specializzati. Gli italiani coinvolti, secondo quanto rivelato dall'Espresso, portavano le loro richieste a esperti che si trovavano in Svizzera o nel Principato di Monaco. Le pega a Macri allí donde a Macri más le duele. There are 500 Indians on the list of names who hid assets overseas. Are you surprised that there aren't any Americans thus far? I am. However, the law firm does have an office in Miami. And there are other tax shelters and trusts that have been identified in the United States. والوقت تسأل نفسك ليه صحيح؟ ملوك بحكم مطلق ومنفرد ولا يطول أي نقد ولا تطول أي مساءلة وأساسا فيش ضرائب عندهم أصلا. Terwijl we vroeger fiscale paradijzen hadden heel dichtbij, Luxemburg, Zwitserland. Nu dat een mondiaal fenomeen wordt. В документах крупнейшие политики, финансисты, звезды спорта и шоу-бизнеса. Целью информационной атаки может стать сама система панамских офшоров. США готовится создать самую большую налоговую гавань мира, и конкуренты здесь... 济南火车站都创下最高纪录。铁路部门提醒，现在不少城市都有。 Alors, le Consortium international de journalistes d'investigation s'est donné pour mission de révéler au grand public ce que certains aimeraient cacher, des enquêtes de portée mondiale. Alain Lallemand, Serge Michel, vous avez tous les deux travaillé sur les Panama Papers. Comment on enquête pendant des mois, dans le plus grand secret, et à une échelle planétaire, Serge? Ben écoutez, d'abord ces données qui sont considérables, ça correspond à peu près à 2,6 terabytes, donc c'est beaucoup plus gros que tous les Wikileaks et les SwissLeaks qu'on a eu auparavant, mais on a reçu ces données au fur et à mesure, donc on a monté des équipes en fonction des sujets qui apparaissaient dedans. On a eu 2 réunions seulement physiques avec les autres membres du consortium, mais encore pas tout le monde. Et pour le reste, on a échangé. Il y avait 2 outils informatiques principaux. Il y avait d'abord la base de données
sécurisé dans lequel chacun allait piocher les informations qu'il cherchait. Et puis il y avait un forum, une sorte de Facebook fermé, privé si vous voulez, très sécurisé aussi, où on pouvait échanger avec les autres journalistes, les 350 qui travaillaient là-dessus, communiquer ses trouvailles, ses questions, faire des liens entre deux sujets. Enfin bon, c'était ça qui a duré à peu près 9 mois. Et pendant 9 mois, donc vous travaillez, vous faites des enquêtes, Alain, vous travaillez sur des sujets, vous les développez pays par pays. Vous êtes en Belgique. Qu'est-ce que vous avez découvert en Belgique ? Nous, on a découvert d'abord la remarquable absence chez nous des politiciens. En 4 fuites, on en a trouvé 2, et encore c'était en tant qu'avocat. Ce qu'on a trouvé qui est particulier à la Belgique, c'est que nous servons toujours d'antichambre extrêmement importante au blanchiment via le Luxembourg et à la dissimulation fiscale via le Luxembourg. Il y a une fusion entre les systèmes bancaires belges et luxembourgeois. C'est extrêmement inquiétant pour nous, responsabilisant. Ce que l'on trouve par ailleurs, c'est que la Belgique se définissant comme un petit pays, ne met sans doute pas suffisamment de moyens dans les enquêtes des étrangers qui viennent monter des usines à gaz en Belgique, développent cela en offshore et ont parfois des impacts extrêmement importants sur des pays qui sont soit de semi-dictature, soit des pays fragiles. Donc en tant que Belge, il n'est pas suffisant de regarder cela comme étant une usine à gaz ou de regarder les quelques 732 Belges qui feraient de l'évasion fiscale. Nous, on est obligé de constater qu'on est aussi un des maillons d'un paravent qui permet de cacher des opérations d'influence, voire de corruption. Alors nous, on est des journalistes lambda, donc on a découvert les révélations semaine après semaine. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, quand vous voyez arriver comme ça, jour après jour, des enquêtes, des révélations qui concernent le monde entier ? D'abord, c'est ce que vous avez dit, c'est l'onde de choc qui est planétaire, qui touche quasiment tous les continents. Et puis moi, 2 réflexions assez rapides au moment que ça arrive. Quand on dit fraude fiscale, ce n'est pas seulement des gens qui, je vais dire, planquent leur argent, c'est au-delà. C'est une rupture de contrat avec des pays, c'est une rupture démocratique. Quelque part, c'est une forme de trahison parce que ce sont des gens qui en fait ont planqué leur argent et n'ont pas participé à un effort collectif. Ils n'ont pas été soumis à l'impôt. Donc il y a ce côté financier, donc l'argent que les pays veulent récupérer. Je crois que le président français s'est tout de suite exprimé pour dire on veut voir revenir l'argent. Puis il y a ce côté qui n'est pas moral, mais qui explique l'onde de choc. C'est-à-dire ce sont des gens qui se sont mis quelque part en dehors de la société. Au moment où il y a une crise, ils n'ont pas été soumis, ils n'ont pas participé à l'effort collectif et c'est une double faute, quelque part. Mais est-ce que c'est une onde de choc, vraiment ? Parce que ce n'est pas la première fois qu'on a des fuites qui aboutissent à ce genre de résultats. Est-ce que vous, qui vous vouliez intervenir, je vous voyais, Serge, est-ce que vraiment c'est une onde de choc quand vous recevez cette masse d'informations ? Bon, on a très vite compris que c'était la plus grosse fuite à laquelle on avait eu affaire. Avec Alain Lallemand, on a effectivement travaillé sur Offshore Leaks en 2013, sur LuxLeaks en 2014 et puis sur SwissLeaks. Je crois que j'en oublie un, non, je ne sais plus. China Leaks qui faisait un peu partie, voilà, China Leaks. Mais non, c'est évident que c'est plus gros. En même temps, c'est des données d'un type un peu différent. On n'a pas, comme dans SwissLeaks, des comptes en banque avec un montant indiqué. Donc c'est parfois des données un peu plus abstraites. C'est des montages offshore. Ce sont des structurations très sophistiquées qui parfois cachent un ayant droit entre plusieurs juridictions. Moi, ce qu'il voulait, je pense que ça va faire, ça aura un certain impact. L'impact ne va pas se limiter à la démission du Premier ministre islandais, ni à la fragilité aujourd'hui de Cameron en Grande-Bretagne. Donc je pense qu'il y aura un onde de choc. Je pense que ça va faire avancer la législation. Ça fait reculer l'opacité. Ça fait qu'il est de plus en plus difficile de cacher l'argent. Évidemment, il reste plein de possibilités. Je pense que on va continuer de travailler sur ce sujet et j'espère qu'on aura d'autres grosses fuites qui nous permettront d'aller encore plus loin. Simplement, essayer de comprendre une chose. Tout à l'heure, Sonia disait c'est des gens qui se mettent en rupture, qui une sorte d'une trahison, qu'ils ne participent pas à un effort national, etc. Ce sont aussi des gens, enfin, il y a 2 aspects dans ces données. Il y a d'abord des gens qui ont voulu frauder le fisc. Et bon, effectivement, il s'agit là de traîtres, entre guillemets, qui ne participent pas à un effort commun et qui, du coup, font que les gens simples comme vous et moi payent davantage d'impôts puisqu'ils soustraient leurs propres ressources aux impôts. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui ont mis dans les paradis fiscaux des fonds d'origine criminelle, que ce soit les diamants du sang, que ce soit de l'argent de la corruption. Il y a énormément d'argent dans ces schémas-là qui est sale,
dès la base. C'est pas juste une soustraction fiscale. Et donc, ce sont des gens qui pillent leur propre pays. Je m'occupe du monde Afrique et j'ai travaillé notamment sur les cas du Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa, où on voit un assèchement des ressources d'un pays qui pourrait être mieux asséché par offshore. Alors justement, Louis, concernant l'Afrique, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique, moi je crois qu'il y a une dimension morale qui est très importante quand même, parce qu'on a beau dire tout ce qu'on entend, mais la véritable dimension au niveau de l'Afrique, c'est que c'est quelque chose de très criminel, ces évasions fiscales. Au niveau des États, certains ont pensé, même dans une zone comme la zone CFA, qui est celle concernant les anciennes colonies françaises, on a 2 zones monétaires CFA, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, qui n'échangent pas entre elles de façon naturelle, parce qu'on estime que si on facilitait ces échanges-là, ça faciliterait également les évasions d'argent. Mais ça n'empêche pas. Les mécanismes qui permettent de faire sortir de l'argent sont beaucoup plus importants, beaucoup plus complexes et beaucoup plus efficaces que toutes les règles qu'on met en place pour lutter contre cela. Et donc, je pense que ça relève aussi, en France, ici, de ce qu'on a vu, cette affaire des biens mal acquis, les histoires de l'industrie extractive, l'industrie de l'armement de façon plus générale. Ce sont ces industries-là qui utilisent aujourd'hui le plus ce type de mécanisme. Et donc, malheureusement, on n'a pas un grand contrôle dessus. Et je pense que ce serait bien, je ne sais pas s'ils en font partie pour l'instant, mais ce serait bien qu'il y ait de plus en plus de rédactions africaines associées à cela. Cela permettrait de faire un peu plus de lumière sur la situation au Congo-Kinshasa. Ça permettrait de voir davantage dans les industries extractives, notamment au Nigeria, où aujourd'hui l'économie est basée. Le Niger est devenu la première économie d'Afrique parce qu'il y a les industries extractives, notamment le pétrole. Mais cet argent-là ne profite pas entièrement aux populations. Serge, vous voulez intervenir ? Oui, il y a des rédactions africaines associées. Il y en a en Tunisie, il y en a aussi, il y a un consortium en fait qui est un petit consortium comme ICIJ, donc le journalisme d'investigation qui est au cœur du dispositif Panama Papers. Il y en a un petit qui est africain qui s'appelle ANSIR, c'est l'association africaine des journalistes d'investigation, de reportage d'investigation, qui ont travaillé sur des cas en Angola, au Zimbabwe, en Sierra Leone, etc. Ils sont plutôt anglophones et c'est ça le problème. Je pense qu'il y a, je le vois bien moi aussi avec le Monde Afrique, il y a une double culture journalistique en Afrique, il y a une culture francophone et une autre culture anglophone. Les anglophones sont un peu plus avancés sur ces thèmes d'investigation, de journalisme de données. Et nous, en tout cas, on essaye de pousser pour qu'on puisse s'associer à davantage de rédactions africaines. Oui, je voulais juste réagir sur le mot morale. Moi, je ne me place pas comme mère ou père de la morale et je pense que pour la suite, c'est vraiment à la justice de faire la différence entre ce qui est criminel, ce qui est évasion fiscale et ce qui est aussi optimisation fiscale, parce qu'il ne s'agit pas de mettre tout le monde aussi dans le même sac. Mais il y a une chose qui m'interpelle, je voudrais vous faire réagir, moi, c'est le phénomène de lanceur d'alerte. On commence à s'y habituer parce que derrière vous, la source, c'est quand même ou un lanceur d'alerte ou un collectif de lanceurs d'alerte compte tenu de la masse des informations. Et on sait qu'il y a un procès d'ailleurs qui va avoir lieu concernant les LuxLeaks. C'est aberrant qu'on ne se penche pas plus sérieusement et qu'on n'ait pas une réflexion parce qu'il y a lanceurs et autres lanceurs d'alerte. Il y a Assange et puis il y a plus petits qui ont eu d'énormes problèmes humains, personnels qu'on ne suit pas. Est-ce qu'il y a une réflexion sur qui ils sont, comment on les suit, Alain, et puis leur but aussi, parce que pour l'instant c'est l'intérêt général, mais jusqu'où peuvent-ils aller? Bien sûr, moi ma première réflexion, ce que j'essaye de savoir, c'est si les documents sur lesquels je travaille sont intègres, donc à la fois s'ils sont authentiques et si j'ai la somme de tous les documents, ce qui sont deux choses difficiles. Je dois aussi me préoccuper du fait de savoir si la source de départ a été correctement protégée. Je pense que dans le cas de l'ICIJ, c'est tellement évident que je ne me pose même pas la question et qu'aujourd'hui, ma véritable démarche, c'est d'abord d'assurer la sécurité, mais ça fait déjà 1 an que nous essayons de l'assurer à l'intérieur d'ICIJ. Aujourd'hui, le problème n'est pas tellement celui des lanceurs d'alerte, excusez-moi, je vous prends à contre-pied, c'est d'assurer, selon moi, la répétition de fuites qui vont, de manière systémique, casser l'outil même des offshore. C'est-à-dire que nous en sommes à la 4e année consécutive où nous faisons une grosse fuite. Si nous parvenons à conserver ce rythme, et je sais déjà, moi, qu'une nouvelle fuite, il y en aura une dans l'année qui vient, eh bien, à partir de ce moment-là, je vois déjà dans les placeurs belges ou luxembourgeois que la confiance n'est plus là. Donc on est en train de casser, qu'on le veuille ou non, l'outil des offshore. On n'a pas besoin d'attendre le relais politique. La pratique même du journalisme sécurisé et en réseau tel que nous le faisons fait avancer la transparence et, comme le disait Serge, fait reculer l'opacité. Mais alors justement, parce qu'on a eu plusieurs affaires, avec quels résultats concrets? Parce qu'on a l'impression qu'à partir du moment où, par exemple, on s'en prend à l'UBS, à la Suisse, etc., que tout ça se déplace en fait et que ça va très très vite. Serge, quels résultats pour ces enquêtes, des résultats concrets? Qu'est-ce qui change quand vous sortez une enquête comme celle-là?
Écoutez, nous sommes journalistes, nous ne sommes pas au Parlement en train de faire les lois qui vont assurer la suite de ce qu'on révèle. Nous, on fait bien notre travail, on essaye d'aller dans tous les détails, on essaye d'écrire des choses irréprochables et de prouver tout ce qu'on dit, et je crois que pour l'instant, on y est arrivé. Après, je crois que c'est à peu près sûr que ça a des conséquences. Le Luxembourg, après le scandale Luxembourg Leaks, a dû changer sa législation. Il y avait déjà des choses en cours, mais la pression est énorme aujourd'hui. Les partenaires européens ne sont plus prêts à laisser passer des ressources fiscales très importantes de la part de multinationales qui, grâce au Luxembourg, s'arrangeaient pour ne payer presque pas d'impôts nulle part en Europe. L'affaire SwissLeaks avec HSBC a considérablement réduit d'abord la marge de manœuvre de cette banque-là, qui avait une collection de clients un peu douteux. Maintenant, d'autres banques ont peur. Je pense qu'on est, comme le disait Alain, dans un moment où et moi je le vois très concrètement en Suisse, c'est-à-dire que la Suisse était ce refuge, il a été le pays protégé par le secret bancaire, il a été ce pays où l'argent des dictateurs africains ou pakistanais ou autres pouvait être stocké en toute sécurité, et ça ne l'est plus. Et ça ne l'est plus en grande partie en raison des Américains qui ont fait des offensives extrêmement fortes, notamment pour imposer la loi FATCA, donc la loi de transmission d'informations, et aussi en raison des scandales à répétition qui sont sortis dans la presse. Donc je vois comment la Suisse a dû montrer patte blanche désormais, et les Suisses restent importants dans les données Panama Papers parce que ce sont des intermédiaires. Je crois qu'on en compte à peu près 1500 dans les Panama Papers, des avocats, des fiduciaires suisses qui facilitent le travail offshore d'autres clients, mais l'argent concrètement a dû aller plus loin, a dû aller dans des niches moins transparentes que la Suisse, notamment le Panama. Aujourd'hui, le Panama sera sans doute concerné par le prochain grand nettoyage. Il va devoir changer radicalement sa législation, ses pratiques. Les grandes banques aussi, la Société Générale par exemple, qui est apparue de façon très, très significative dans ces données. D'ailleurs, cette semaine, ici en France, à la Société Générale aussi. Est-ce qu'on peut se poser aussi cette question? Est-ce que les États, d'une certaine façon, ne sont pas un peu schizophrènes? Là, je parle des États comme entités, à la fois victimes et coupables d'un système qu'ils entretiennent. Moi, je pense qu'il ne faut pas négliger la dimension morale. Sincèrement, pour une raison très simple. C'est qu'aujourd'hui, la responsabilité sociétale des entreprises est devenue quelque chose de presque normal. Elle ne l'était pas il y a longtemps. Les entreprises ne sentaient pas la nécessité qu'il y avait d'avoir des pratiques citoyennes normales dans l'environnement où elles étaient impliquées. Et aujourd'hui, quand on voit les États fragiles, notamment sur le continent africain, ils sont victimes, très clairement victimes de tous ces phénomènes d'évasion fiscale. Ce sont des États non seulement qui sortent de crise, mais qui ont un passé de crise très lourd. C'est plus de 30 ans de programmes d'ajustement structurel avec le FMI, avec la Banque mondiale, d'austérité, comme la Grèce et tous les autres États européens n'en ont jamais connu. Et donc, ça permet que quand on leur dit « vous devez assouplir à chaque fois votre réglementation pour avoir des investisseurs qui viennent de l'extérieur », ils n'ont presque plus de réglementation aujourd'hui. Et donc, l'argent ne leur profite déjà pas. Et même le peu qui pourrait revenir dans l'escarcelle part dans les paradis fiscaux. Moi, je pense, nous n'avons pas encore eu le temps, en tout cas en Belgique, de publier le volet africain. Je pense que le volet africain, donc avec la co-responsabilité française ou belge, est extrêmement important parce qu'il montre qu'on sort de très loin du dossier fiscal. On est dans pleine collusion entre le pouvoir politique ou les élus politiques locaux africains et les capitaines d'entreprise d'Europe de l'Ouest. Et donc, si nous parvenons à révéler cela de manière large sur l'Afrique, montrer non seulement comment tout ça est légal parce que la législation africaine a été sans doute volontairement mal faite et que des requins se sont jetés dessus pour dépouiller l'Afrique. Je pense que là, les choses sont extrêmement importantes. Par exemple, pour l'instant, on est en train de travailler sur la fiabilité des compagnies aériennes d'Afrique, derrière lesquelles se trouvent des offshore. On n'est pas dans la fraude fiscale, on est sans doute dans une autre construction. Donc nous essayons de savoir quelle est la responsabilité exacte des gens qui ont monté ces entreprises. Et ça, je pense que la responsabilité et la solidarité, quelque part, elle doit être partagée. Et pour rebondir sur quelque chose que disait Serge, nous, on a un grand intérêt en tant que journal francophone, justement à aller aider nos confrères africains francophones, comme nos confrères, par exemple, de Madagascar, pour essayer qu'ils rentrent dans ces dynamiques, qu'ils soient eux-mêmes les vecteurs de leur libération de presse, parce que ça, c'est quand même fondamental. Alors, pour revenir à la question que je posais, on va prendre l'exemple de la France, parce que compte tenu des enjeux, si les États
se disent engagés dans la lutte contre l'évasion fiscale, on voit que parfois c'est un petit peu plus complexe que ça. L'exemple de la France, en décembre dernier, le gouvernement a fait pression pour écarter en pleine nuit un projet qui visait à une plus grande transparence des grandes entreprises. Parce que pour prendre l'exemple de la France, il y a un manque de volonté politique ou une incapacité à le faire. Je ne sais pas s'il y a un manque de volonté, mais vous l'avez très bien résumé. Il y a une schizophrénie, il y a un Mr. Jekyll, le Dr. Hyde de la part de tous les États. Et pardonnez-moi, vous avez balayé rapidement d'un revers de main le lanceur d'alerte. Mais par exemple, sur le lanceur d'alerte, il y a une schizophrénie des États. D'un côté, on veut les protéger, et c'est ce qu'on dit en France. Il va y avoir un projet de loi pour les protéger. D'un autre, on se dit, pourvu qu'ils ne dévoient pas tout sur notre propre pays. Donc cette réflexion, moi je pense qu'elle doit avoir lieu, même s'il y a un travail de conscience des journalistes de notre part, parce que si un jour, je vous pose la question, si un jour il y a des données sur la vie privée, la vie sexuelle des dirigeants, etc., quelle va être la limite? Peut-être que votre journal ne prendront pas ces informations, mais d'autres journaux vont les prendre. Donc si on n'a pas cette réflexion maintenant, on n'aura pas. C'est maintenant qu'il faut l'avoir. On voit l'onde de choc. Ça, je me permets d'insister parce que vous avez fait un travail formidable. Et tous les journalistes, je crois, le monde entier le dit. Mais si on n'a pas cette réflexion aujourd'hui, ça peut tout donner après. Parce que là, c'est l'intérêt général avec ces révélations. Mais demain, on pourra révéler d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la fraude fiscale. Oui. Et sur un plan encore plus concret, on est aujourd'hui en Afrique pris dans l'étau des mouvements djihadistes et islamistes de tout genre. L'argent qui finance ces structures-là, l'argent qui leur permet de s'équiper et surtout les montages qui leur permettent d'acheter des armes, il se trouve où? Comment on fait pour établir la lumière là-dessus et surtout assécher le marigot? Moi, je pense que ce type d'enquête peut y contribuer, que ce soit par rapport à Boko Haram au Nigeria ou à tous les mouvements djihadistes qui essaiment dans la bande saharo-sahélienne. Il est important aujourd'hui que l'on se dise que la vente des armes fait également partie de tous ces leviers qui doivent entrer dans le terrain de la pratique normale d'une enquête qui permet de faire la lumière et surtout d'assécher l'alimentation des groupes nuisibles. Donc ça pose le problème en fait de l'adéquation dans ces grands problèmes, l'adéquation des réseaux de journalistes. Quelques semaines avant les Panama Papers, on avait publié dans un réseau de journalistes européens nouveau, avec Der Spiegel, Mediapart, El Mundo, une enquête sur les armes des terroristes. Parce que la bonne réponse justement, c'est de se mettre en réseau pour essayer dans des structures adéquates, de mettre ensemble nos capacités des différentes rédactions et pouvoir pister des sujets qui ne sont pas à l'agenda politique, qui ne sont pas sur la table, comme les armes des terroristes. On parle toujours de filières terroristes, mais qui s'intéressent aux armes, à l'origine des armes, qui sont souvent, on l'a vu pour le Bataclan, on l'a vu pour l'hypercacheur, on l'a vu pour Charlie Hebdo, des armes qui datent en fait de l'ancienne guerre de Yougoslavie et qui n'ont pas encore été mises hors des circuits. C'est assez simple, si vous prenez un journal français, un journal belge, un journal espagnol, un journal serbe, un journal croate, d'essayer de retrouver ces structures, mais c'est un exercice que le pouvoir politique ne fait pas, parce que je pense que si la presse aujourd'hui est à courte vue, eh bien le monde politique est encore beaucoup plus le nez sur le guidon et ne se pose pas, ne développe pas ce genre de questionnement. Alors, dernière question, puisqu'on arrive à peu près au thème, à la fin de ce thème. Est-ce qu'on arrive à estimer, Serge, le poids des paradis fiscaux dans l'économie mondiale ? J'ai pas de chiffre en tête, je suis désolé. C'est difficile parce que, en l'occurrence, je vous le disais, pour les Panama Papers, on n'a pas de chiffrage. Les sociétés dont on observe la création et la structuration possèdent des comptes, mais ces données-ci, celles de Mossack Fonseca, ne contenaient pas la plupart du temps ne contiennent pas les soldes de ces comptes-là. Par exemple, dans le cas de HSBC, là, on voyait le solde des comptes, mais c'est impossible de dire le poids. Le fait, c'est qu'il est toujours trop important parce que ces paradis fiscaux n'existent pas pour rien. Si on cache l'argent, c'est pas pour rien. Ça veut dire quelque chose voilà. Ouais, on va regarder cet éditorial du journal burkinabé Le Pays. L'Afrique perd plus d'argent par l'évasion fiscale qu'elle n'en gagne avec l'aide internationale accordée au continent. Selon l'Union africaine, l'évasion fiscale sur le continent africain est estimée à 50 milliards de dollars par an. Oui. Oui, on parle beaucoup de la corruption, mais on ne parle pas souvent de ce que devient cet argent-là. Parce qu'aujourd'hui, le Nigeria arrive à récupérer de l'argent et en Suisse et dans les pays arabes. Mais je pense que si on mettait le même entrain à récupérer les biens mal acquis en France, comme on le met à dénoncer les banques qui hébergent cet argent, je pense que cela permettrait d'avancer quand même dans le sujet. Parce que être moraliste en disant « c'est pas bien »,
d'être corrompus, c'est pas assez. Parce que ces entreprises-là sont la plupart du temps des multinationales, ça peut être Total, ça peut être Nestlé, ça peut être n'importe quel autre grand groupe, qui brassent énormément d'argent et corrompent parce qu'après cet argent, ils peuvent le sécuriser et savoir que nulle autre personne que les autorités des pays concernés n'ira enquêter là-dessus. Et comme ils ont le mauvais rôle dans ces pays-là, forcément, on n'aura pas de suite, on n'aura pas de droit de suite dans l'enquête qui portera sur les affaires concernées. Serge ? Bon, non, vous pointez les sociétés, les multinationales, très bien, sans doute qu'elles ont quelque chose à se reprocher. Simplement, dans la plupart des cas de ce qu'on a pu trouver dans les Panama Papers, ce sont les pouvoirs, ce sont les gouvernants, ce sont les présidents africains qui font eux-mêmes l'évasion. C'est-à-dire que ce sont eux les principaux prédateurs des ressources de leur propre pays. Et voilà, quand on regarde par exemple le comportement du clan Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville, le nom de Sassou Nguesso lui-même, Denis, le père, n'apparaît pas parce qu'il est devenu prudent, c'est ce qu'on nous a expliqué. Maintenant, autour de son fils, 4 hommes d'affaires importants apparaissent à la tête de structures offshore et c'est un système d'évacuation de l'argent, si vous voulez. Donc, qu'on me parle de Total, des grandes sociétés multinationales, très bien. Je pense qu'elles ont leurs propres difficultés et leurs propres lanceurs d'alerte, si vous voulez. Enfin, elles font quand même un peu attention. Oui, Les présidents africains, pour l'instant, de ce qu'on voit, ne font pas attention et sont les principaux vecteurs de l'évasion fiscale africaine. Louis, un mot, vous voulez réagir et puis le mot de la fin sera pour Allemand. Ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que c'est bien de taper sur les présidents africains. Personnellement, c'est avec beaucoup de plaisir que je le fais. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'ils ne sont qu'un maillon dans le mécanisme qui permet de faire sortir de l'argent. C'est-à-dire qu'ils sont l'élément, ils sont comme un tapis roulant à l'aéroport qui fait que votre bagage est dans l'avion et il se retrouve devant vous une fois que vous êtes descendu de l'avion. Point. Pas plus que ça. Et derrière, quand on moralise, bien sûr, c'est important. Je ne vais pas sous-estimer le poids. Quand on va à Brazzaville et qu'on n'a pas d'hôpital, je ne peux pas dire que je m'en réjouis. Quand on va à Douala ou à Yaoundé et qu'on n'a pas de transports décents, on ne peut pas s'en réjouir. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qui fait que cet argent-là, une fois qu'il a été pris, ne se retrouve plus ni à Douala, ni à Brazza, ni à Casablanca. C'est qu'il se retrouve à l'extérieur dans les sociétés. Rappelez-vous la difficulté qu'il y a eu à récupérer l'argent des dictateurs nigériens en Suisse. Les pays avaient déjà tracé, ils avaient tous les éléments, mais s'il n'y a pas une collaboration saine entre les États, bon. Alors, le mot de la fin pour vous. En conclusion, je dirais bien, j'embrasse le débat sur les lanceurs d'alerte avec d'autant plus d'enthousiasme que moi, je considère qu'on est en train de voir, on en a rêvé, mais depuis 6 mois à peu près, on voit émerger un nouveau journalisme. Regardez ce qui se passe avec les Panama Papers. On n'a pas encore dit autour de cette table, c'est le journalisme de demain, c'est le journalisme de ce soir. Et ça, c'est extrêmement important. On est d'accord. C'est une conclusion commune, je crois. Bon, bah, très bien. On est tous d'accord sur ce thème. Serge, vous aussi, à Genève, tout va bien ? On continue ? Très bien. Cette semaine aussi, ça ne vous a peut-être pas échappé, la France est devenue le 5e pays européen à pénaliser les clients de prostituées. Le premier, c'était la Suède, il y a 16 ans. Depuis l'entrée en vigueur de la loi, quelques 200 clients seulement ont été condamnés à payer des amendes. Il n'y a jamais eu d'emprisonnement alors que la loi le permet. Mais la prostitution de rue a fortement diminué. Le bilan avec nos collègues de France 3. Rosenlund, au cœur de Göteborg. Bravant le froid, quelques prostituées, roumaines pour la plupart, arpentent les rues. En Suède, faire le trottoir est légal, mais il est interdit d'acheter des services sexuels. Lena est l'une des rares Suédoises à travailler encore dans le quartier. Elle est très critique sur cette législation qui pénalise les clients, créant des situations bien embarrassantes chaque fois qu'ils se font arrêter. Ça m'est arrivé 2 fois et c'était terrible. L'un d'eux était médecin à la retraite. Certains perdent leur boulot à cause de ça. Peut-être que c'est la fin de leur mariage. J'essaie de leur rendre l'argent. Et je dis à la police que je ne veux pas témoigner. Mais à chaque fois, ils se font arrêter et moi, on me laisse partir. La présence policière a fortement réduit le nombre de prostituées dans la rue. On n'est pas obligé d'attendre que l'achat de sexe soit effectif, ni que l'argent soit transféré. Mais bon, si quelqu'un prend contact avec une prostituée connue et qu'il part avec elle, ça suffit pour qu'on lui dresse un procès-verbal. Depuis que la loi pénalise les clients, il y a 2 fois moins de prostituées dans les rues. Mais combien sont-elles sur Internet ? En Suède, comme ailleurs, les annonces d'escorte se comptent par milliers. Internet, un nouveau territoire, difficile à surveiller, où les échanges de prestations sexuelles s'organisent, à l'abri des regards.
voit la pénalisation des clients n'arrête pas la prostitution. Est-ce qu'on met sous le tapis une réalité dérangeante, Sonia ? Non, c'est un débat éternel. Si on prend le cas de la France, je crois qu'on en a toujours parlé. Ça fait des années que ce projet de pénalisation était sur la table. Moi, ce que je regrette, c'est que c'est un débat qui est idéologique. D'ailleurs, quand vous voyez sur les plateaux de télévision, à chaque fois qu'il y a ce débat, et malheureusement, mea culpa moi aussi, il n'y a pas les principales concernées. Les prostituées n'y sont pas. Donc, il y a une catégorie de personnes qui parlent pour elles, qui parlent pour leurs intérêts. C'est un large débat, la pénalisation. Vous venez de montrer le cas de la Suède. Oui, la prostitution de la rue a diminué en nombre. Qu'en est-il entre quatre murs, le commerce du sexe sur Internet? Je ne sais pas quel est l'effet, mais je ne sais pas qui parle pour les intérêts des prostituées. C'est ce qui me gêne. C'est un débat un peu confisqué, toujours idéologique, alors qu'il faut être pragmatique sur ces thèmes-là. Alain ? Moi, je suis totalement d'accord. Ce qu'on a vu chez nous en Belgique, c'est l'effet tache d'huile, c'est-à-dire puisque la France renforçait son dispositif, on a été interroger les prostituées sur un regain de clients en Belgique. Mais en fait, bon, ok, on peut constater cela, mais à long terme, quel sera l'impact? On manque de statistiques, on manque simplement d'un outil, comme par exemple nous avons au niveau européen l'Observatoire européen des drogues et toxicomanie. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un observatoire sur la prostitution qui nous permettent d'avoir des politiques unies, concertées au niveau au moins européen, sur base de statistiques, de réalités de terrain. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de cette initiative en matière de prostitution si on n'a pas les statistiques de base? Mais on ne veut pas de ces statistiques parce qu'il y a une forme d'hypocrisie. Quand un ministre ou un responsable politique vous dit on veut éradiquer, le mot a été utilisé, la prostitution, bah c'est un vœu pieux. Si c'est un vœu pieux. En tout cas, c'est un leurre. Puisqu'on parle de statistiques, à l'heure actuelle, en France, la statistique qui existe nous dit que 30% des femmes sont dans la rue, des hommes d'ailleurs aussi, dans une moindre mesure, 8% dans les bars à hôtesses ou salons de massage, la grande majorité déjà sur Internet. Est-ce que cette loi n'arrive pas un peu tard aussi avec les nouveaux moyens de communication ? Ben, on parle des prostituées professionnelles, il y a les prostituées occasionnelles aussi. Souvent, on en trouve dans les milieux. La crise fait qu'aujourd'hui, tout le monde est concerné. Avant, on parlait plus des étudiantes ou des étudiants, mais aujourd'hui, c'est tout le monde qui est pratiquement concerné. Et ce monde-là, ce nouveau public, ne va pas forcément dans la rue. Vous ne les retrouverez pas dans des tenues identifiées ou avec marqué sur le visage « suis prostituée ». Vous n'aurez pas ça. Alors, ça montre que la loi ne sera pas forcément très efficace, mais ça montre aussi que de l'autre côté, il y a un autre phénomène qui est beaucoup plus important, qui est celui des MAC. Ceux qui sont derrière, c'est ceux qui récupèrent l'argent une fois que la prostitution a déjà eu lieu. Comment on fait pour les attaquer? Comment on fait pour préserver les prostituées de ce monde-là qui les met clairement en esclavage? Là est toute la grande question. Parce que alors, est-ce que cette loi aide à les protéger, les prostituées? C'est la grande question, pardonnez-moi, mais moi je vois dans les reportages, quand on les interroge, c'est 30 secondes qu'on prend de leur avis et c'est très partagé, contrairement à ce qui est écrit dans les articles. Donc, c'est la grande question. Est-ce qu'elle est efficace? Si elle est efficace, si elle les protège, mais c'est formidable, sauf qu'on ne les a pas écoutées, que celles qui parlent, et peut-être qu'il faut dénoncer, il y a parfois une catégorie de féministes qui parlent au nom de toutes les femmes. C'est dommage que ce débat il soit capté ainsi. C'est un débat de société. On a tous y participé. On devrait tous y participer. Et malheureusement, ça devient un débat politique et idéologique en France. Voilà. Même quand on dit idéologique, ça dépend de quel côté on se trouve. Certains considèrent que c'est un travail à part entière, que c'est taxé et qu'à partir du moment où c'est un travail... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le proxénétisme est un secteur économique florissant. Certains pays ont d'ailleurs intégré ces économies souterraines dans le calcul de leur produit national brut. Est-ce que là aussi, ça n'est pas un enjeu? Alain ? Moi, je reste dubitatif. Je voudrais qu'on reprenne le débat autrement, qu'on se dise que pour moi, la première priorité, c'est la protection de la prostituée. Sans jugement sur l'activité ou sur la manière dont elle est arrivée à cette activité. La protection, son indépendance de jugement, son indépendance par rapport au MAC, par rapport aux structures et par rapport aussi à la situation financière dramatique dans laquelle nombre d'entre elles se trouvent. À partir du moment où on a assuré la
cette protection, on peut commencer à avoir une idée relativement ouverte de qui dépend de quel pouvoir, quels sont les flux d'argent. Une fois que vous avez cela, qui est toujours ce corpus de statistiques, alors vous pouvez commencer à vous dire voilà les priorités. Est-ce que le fait de criminaliser le client d'abord, avant toute chose, à l'aveugle, n'est pas une position éminemment idéologique? C'est exactement ça, mais ce que vous dites, c'est être pragmatique, c'est avoir un tableau de bord de ce qui va, ce qui ne va pas. Est-ce qu'on, quand on pénalise le client, est-ce qu'on protège la prostituée? Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qui va se passer ensuite dans un environnement clos, si ce n'est pas dans la rue de ça? Je veux dire, toutes ces questions, elles ont été occultées, alors que le débat, en France, on le tient depuis des années. Des années au Parlement, des années sur les plateaux de télévision. 3 ans quand même de préparation pour être voté là. Je me tourne vers la cité de Calvin, ironique évidemment, ça n'est pas pour rien que je vous le dis comme ça. Le nombre de prostituées a fortement augmenté à Genève ces dernières années, notamment depuis les accords bilatéraux en 2002. Mais en Suisse, la situation est quand même assez différente. Écoutez, je me suis moins préparé pour cet aspect de l'émission que pour Panama Papers parce qu'on a été très pris par le travail sur l'évasion fiscale. Mais à Genève, désormais, on dit qu'il y a plus de bordel que de pharmacies. Je crois que c'est une statistique qui tient, en tout cas pour ce qui concerne le centre-ville. Après, si on élargit un peu à la banlieue, peut-être que les pharmacies reprennent le dessus. Ce qu'il y a à dire, c'est qu'effectivement, comme le disait Alain Lallemand pour la Belgique, une partie de la prostitution française, à la fois des clients et des prostituées, se tient en Suisse parce que c'est plus facile. La Suisse a cette attitude assez pragmatique qui préfère voir pouvoir surveiller l'activité plutôt que de l'interdire et la voir disparaître underground. C'est pareil, par exemple, pour l'injection de drogue dure. Il y a à Genève des centres d'injection, des salles de shoot, comme disent les Français, qui permettent de mieux contrôler l'administration de drogue plutôt que de la voir s'échapper et invisible. Donc je pense que la Suisse est assez pragmatique et il n'y a pas de tolérance plus grande à la prostitution, il n'y a pas de sympathie plus grande pour les proxénètes ou pour les clients. Mais en attendant, effectivement, la crispation française sur ce sujet provoque une très grande augmentation de prostitution à Genève. Sonia ? Et après, bon, c'est une ville prospère, c'est une ville où il y a beaucoup de passages, de conférences, il y a beaucoup d'organisations internationales, donc il y a un ensemble de personnes qui viennent pour des petites périodes et qui recourent à des services de prostitution. C'est peut-être osé, mais on peut faire même un parallèle, puisqu'on est passé du sujet du scandale des Panama Papers à celui-ci. Vous ne souriez pas, mais on a convoqué la morale dans les deux sujets. Là où il ne faut pas la convoquer, tout simplement. Panama Papers, on attend la justice, que ce soit concret. Pour ce débat aussi, ça suffit la morale. Parce que personne ne peut dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. On ne connaît pas les situations de chacun, donc voilà, soyons pragmatiques. C'était là-dessus que je voulais vous emmener, parce que les Suédois se disent majoritairement satisfaits de leur loi après 16 ans, plus encore les jeunes pour qui acheter un acte sexuel n'est pas normal. Est-ce que justement, on peut dire ça, c'est une bataille morale remportée, le cas de la Suède? Moi, je pense que la Suède, c'est d'abord un gouvernement basé sur des statistiques. À nouveau, on revient là-dessus. Je pense que les pays du Nord ont une tradition d'étayer leur politique avant de tailler les textes de loi sur des faits, sur des statistiques, sur des éléments d'information. Pourquoi est-ce qu'on peut se permettre d'être moral sur les Panama Papers? Parce que nous venons avec les faits et on déballe les faits. À partir du moment où vous avez les faits, vous pouvez vous lancer dans la morale. Le problème de la prostitution, c'est qu'avant même d'avoir les faits, on essaye de prendre une attitude légistique et morale. Donc, on est en train de marcher sur la tête. Et je pense que, très simplement, maintenant, il faut avoir un engagement, malheureusement budgétaire, ça va faire mal, pour avoir des études de terrain. Et après, on pourra pondre un bout de loi. Mais l'important, d'abord, c'est de savoir de quoi l'on parle. Oui, on va regarder cette une, pardonnez-moi, Louis, on va terminer là-dessus. Le client désormais délinquant. En une du quotidien français Le Parisien cette semaine. Je précise donc quand même que l'achat d'actes sexuels sera dorénavant sanctionné par une contravention de 1 500 €. Les prostituées ne seront plus verbalisées pour racolage et si elles souhaitent arrêter leur activité, elles pourront bénéficier d'un accompagnement social ainsi que d'un titre de séjour temporaire pour les étrangers. Cachez-moi ces prostituées que je ne saurais voir, en fait. On les déplace simplement. Moi, c'est ce que je pense. Et on peut surtout déplacer le phénomène. C'est-à-dire que ceux qui ne peuvent pas se prostituer en Europe iront en Asie, comme ils le font déjà, ils iront en Afrique, ils suivront les grands événements qui s'y déroulent. Un peu comme les paradis fiscaux, en fait, voilà, si je poursuis votre comparaison. Voilà. Merci à vous quatre. Je vous propose qu'on avance encore dans l'émission, puisque nous sommes aujourd'hui, le savez-vous, ne le savez-vous pas, nous sommes le
41 mars. C'est le décompte du collectif de Nuit debout qui, depuis 10 jours, se fait entendre place de la République à Paris, dans d'autres villes de France, qui essaient même à Bruxelles. Qui sont-ils? Que veulent-ils? On écoute quelques paroles de Noctambule. La loi El Khomri a juste été un prétexte. Et pour moi, personnellement, c'est que pour mes amis qui sont là, et même pour les gens que je retrouve ici, c'est un ras-le-bol général. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Et qu'est-ce qu'on sait faire? C'est voilà, on sort dehors. Ce qui est important d'abord, c'est qu'on se retrouve. On est un petit peu comme au début de la bagarre sur le référendum européen il y a quelques années, quand on a, par un travail de conviction, d'explication, réussi à faire basculer une majorité. Et là, c'est possible. Ils ont voulu inscrire l'état d'urgence dans la Constitution, c'est-à-dire qu'ils sont en train de mettre en place tous les outils du fascisme, je dirais. Ce qui m'amène dans la rue, c'est que j'aimerais des fois voir les gens avec des têtes au bout des piques, presque. Je suis ici pour rendre visible un objectif politique bien précis, à savoir la grève générale, le retrait de cette loi et si les gens ont confiance en eux, aller bien plus loin, proposer un programme qui représente une classe sociale, qui soit écrit par lui et qui soit appliqué là dans l'immédiat parce qu'il y a une urgence économique. C'est une mayonnaise qui prend, c'est quelque chose qui prend, c'est quelque chose qui se diffuse un peu partout en France, c'est quelque chose qui se diffuse même à l'étranger apparemment. Alors, la nuit leur appartient, titrait jeudi le quotidien français Libération. La place de la République à Paris, qu'on vient de voir ici, voit converger à la nuit tombée un public hétéroclite, avide de débat, exaspéré par les partis. C'est ce que l'on pouvait lire dans Libération. Au départ, il y a une mobilisation contre la loi travail. Aujourd'hui, c'est plus qu'une simple opposition à la loi El Khomri. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus après 10 jours. À quel désir de fond répond ce mouvement ? Moi, je crois que personne ne sait pour le moment. Et les médias ont eu beaucoup de mal, et d'abord parce que le phénomène est récent, à appréhender ce mouvement, parce que le mouvement lui-même ne sait pas ce qu'il veut, mais ce n'est pas du tout un reproche. Au contraire, moi, je me suis rendue 2 fois sur place, pas jusqu'au bout de la nuit, parce qu'il faut avoir la volonté pour tenir, mais un petit moment. Cette semaine. Ouais. Et puis, en fait, il y a un kaléidoscope de slogans, une mosaïque de revendications. Vous avez le slogan « Nos rêves ne rentrent pas dans vos urnes ». C'est très beau. On ne sait pas encore ce qu'il y a derrière, mais c'est ça, en fait, le vrai sujet. On ne sait pas parce qu'eux-mêmes veulent inventer quelque chose et ils ne savent pas de quoi est fait le lendemain. Quand vous êtes sur la place, vous avez cette impression, vous savez, ce film Un jour sans fin, là, c'est la nuit sans fin. C'est-à-dire que la nuit se termine, le lendemain, on se réveille, on remballe tout, la nuit revient, on déballe tout et on recommence comme ça. Et c'est un éternel recommencement pour le moment. Et à Bruxelles ? Moi, je crois que ce qu'on attend tous, quelque part, et ce qu'on redoute aussi, c'est que l'indignation, qui est une attitude qui reste gentillette, ne se transforme un jour en révolte, en véritable révolte, c'est-à-dire en action. Pour l'instant, ce mouvement ne sait pas où il va, mais on a annoncé, dans les Pays-Bas, plusieurs personnes ont annoncé pour 2016 l'arrivée d'une sorte de printemps européen, comme on a eu les printemps arabes, disant on va trouver la forme, quelque chose va se produire et à partir de ce moment-là, ça peut être assez fort et qui dit fort peut dire même à certains moments des tensions et un peu de violence. C'était déjà arrivé en 2011, on se souvient des indignés espagnols, on se rappelle un peu moins qu'il y avait eu une tentative d'indigné français, ça n'avait pas pris. Pourquoi aujourd'hui en 2016, ça prendrait ? Ça prendrait d'abord parce que nous n'avons pas donné de solution, nous n'avons certainement pas donné de solution au problème de chômage, au problème de l'intégration des 25-30 ans. Il n'y a toujours pas d'espoir. Nous avons un discours, tant en France qu'en Belgique, un discours gouvernemental qui est extrêmement conventionnel. Il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'appel d'air. On voit bien que les politiques se rendent compte eux-mêmes que le temps des partis est passé, maintenant arrive le temps des mouvements. Mais qu'est-ce qu'on met dans le mouvement? Comment est-ce qu'on formule les choses? Comment est-ce qu'on ose remettre en cause nos sociétés sans jeter le bébé avec l'eau du bain? Je pense qu'il y a quelque chose là qui est assez important, qui est essentiel, crucial, mais je ne sais pas exactement comment ce mouvement va prendre de l'ampleur à un moment qui est très important pour une raison très simple. Nous sommes au début du printemps, bientôt c'est l'été, il va faire formidable de rester la nuit debout, et à partir du moment où vous avez la volonté de rester la nuit debout, eh bien, des tas de choses peuvent être attendues. Oui. Non, mais il ne faut pas oublier qu'on marche quand même beaucoup dans les pas de mai 68. On veut faire un grand Big Bang. Or, aujourd'hui, on compte sur les partis politiques pour cela, et malheureusement, on a l'impression
et c'est celle que moi j'ai particulièrement, que la frontière n'est pas très étanche entre les différents partis politiques. Vous votez la droite, vous avez une politique de droite, vous votez la gauche, c'est à peu près la même chose. Il y a eu le vote Front National qui était la manifestation d'un certain rejet. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Les syndicats n'ont plus une si grosse emprise que cela. Le taux de syndication n'est pas si important. Et donc, finalement, il n'y a que la rue qui reste comme perspective. Il n'y a que la mobilisation de la détresse qui devient la perspective. Si je comprends bien, il y a quand même un ras-le-bol là-dessus concernant le système qu'on peut aborder par différents biais, mais c'est un ras-le-bol du système. Il faut définir le système. Juste un bémol quand on dit les printemps, je veux bien, mais attention, les printemps arabes, ils ont eu leur cortège ensuite d'hiver, et donc il ne faut pas idéaliser ce qu'a été le printemps arabe et de croire que parce qu'on s'est réunis à un moment en disant dégage, dégage, ça va se passer un petit peu partout. Ça, certains l'espèrent, il faut faire attention aussi aux conséquences. Bon, il y a aussi une cascade. Puis deuxième chose, c'est d'abord, c'est pas un système, c'est le peuple de gauche qui est dans la rue. Le peuple de gauche qui fait face à un gouvernement de gauche. Vous avez très bien dit, l'étincelle, c'est le projet de loi travail. Il y a quand même d'abord une défiance qui est dirigée vers un gouvernement. Alors après, ça peut aller plus loin, ils veulent mettre à bas un système politique, vous avez raison. Mais voyons comment ils vont l'imaginer, parce que ce qui est intéressant par rapport aux indignés espagnols, ils n'ont pas de leader, ils n'ont pas de chef. Or, en Espagne, il y avait quand même un leader, et vous avez toujours besoin de quelqu'un pour imaginer. Justement, on décrit ce mouvement comme très spontané. L'est-il tant que ça? Parce qu'il faut quand même arriver à le mettre sur pied. Qui pilote? Il y a quand même visiblement un community manager sur Facebook, et on va sans doute se rendre compte qu'il y a aussi des réseaux de communication, comme on l'a vu dans les printemps arabes, où on se rendait compte qu'une série de personnes étaient formées à cette capacité de mobilisation. Et puis, avant que les nuits debout ne commencent, il y avait déjà des mobilisations qui étaient propres à votre calendrier politique français, qui faisaient qu'il y avait cette animosité dans la rue, il y avait ce terreau qui était propice. Donc nous, en le regardant de Belgique, en se disant on a un débordement, mais qui est peut-être une gauche dans la rue, face en Belgique à un gouvernement de droite, on se dit là on comprend mieux que les choses peuvent se développer, peuvent tenir. Et je répète, je pense que vous avez tout à fait raison, on est dans la foulée de ce qui s'était passé en mai 68, donc une volonté à un moment, au printemps, de venir avec un mouvement qui ne sait pas trop bien où il va, mais qui va laisser des traces simplement parce que des slogans, des idées vont voir le jour et vont un peu rafraîchir, vont ventiler le débat. Moi, je pense que ça, c'est important. Alors comment après ça peut intervenir sur le débat public? Serge, peut-être on ne vous a pas entendu encore. Quelle est la capacité d'un mouvement comme celui-là à réellement changer les choses? On a vu en Espagne les indignés, avec un bras plus politique qui a émergé, qui est Podemos, même si tout le monde n'est pas d'accord avec cette lecture. Mais comment ce mouvement peut se traduire en fait? D'abord, j'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal d'Espagnols qui étaient présents place de la République et qui d'une certaine manière, apportaient une expérience ou un savoir-faire. Donc voilà, mais je pense que l'exemple espagnol est vraiment intéressant. Simplement, là-bas, il s'est vraiment transformé en mouvement politique et en victoire politique aussi. Ils ont gagné les élections locales, etc. En France, je vois mal le cas se produire. Je pense qu'à contrario, l'exemple du Front National montre qu'on peut être un mouvement qui a beaucoup de voix, mais qui n'arrive pas à des victoires électorales en raison du système majoritaire. Donc en fait, pour la France, je dois avouer que je suis un peu perplexe. Je pense que la France a ce problème de structure qui ne correspondent pas à la mosaïque de ces communautés ou de ces communautés de pensée, en tout cas de ces mouvements. Sonia, vous partagez cet avis? Moi, personnellement, Allez-y. Moi, je pense que c'est le moment de la clarification. Vous avez en ce moment dans la classe politique un homme, un ministre de l'économie, qui dit ni droite ni gauche. Et vous avez un mouvement Emmanuel Macron. Et puis vous avez ce mouvement qui vous dit nos rêves ne rentrent pas dans vos urnes. On veut savoir. En fait, c'est le moment de la clarification de la gauche. Qu'est-ce que c'est la gauche aujourd'hui? Quelles sont ses valeurs? Est-ce que elles sont incarnées par Manuel Valls et Emmanuel Macron? Est-ce que c'est, comme ils le disent eux, une gauche pragmatique dans la réalité? Ou est-ce que c'est une gauche des idées, des idéaux? Ce que veut aussi cette jeunesse, il n'y a pas que des jeunes. Donc voilà, ça va se confronter. Ça va faire une sorte de, un mélange, on va voir ce que ça va donner. Mais il y a un moment de vérité, c'est ça ce qui est intéressant. Qu'est-ce qu'il va donner? C'est ça ce qui est formidable dans notre métier, c'est qu'on ne sait pas encore. On n'a pas la boule de cristal. Et on verra, ça c'est sûr. Oui. C'est qu'on a remarqué quand même en France ces dernières années que le taux d'abstention pour les élections était quand même assez important. J'espère qu'avec ces mobilisations qui montrent quand même un intérêt pour la chose publique, il y aura un regain d'intérêt et qu'on verra davantage de personnes participer aux élections et que le taux d'abstention baissera par conséquent. Mais alors,
Non, je vous ai pris terminer. Non, ce que je voulais dire, c'est que cela devrait servir peut-être, même si ça ne permet pas de porter un mouvement politique à la majorité, au moins permettre aux gens, permettre aux élus de savoir que derrière eux, il y a des citoyens qui leur donnent leur voix et qui peuvent leur retirer leur confiance également. Et alors se pose cette question, et on va terminer là-dessus, changer le monde sans prendre le pouvoir, c'est le titre d'un livre du sociologue et philosophe marxiste irlandais John Holloway. Il tentait de penser la révolution en dehors de la prise de pouvoir étatique. Peut-on changer le monde sans prendre le pouvoir ? Et c'est un peu philosophique pour terminer. Mais moi je le crois, et je reviens aux Panama Papers. Je crois que quelque part, un peu, cette semaine, on a changé le monde et je suis content et on n'est pas dans un parti. Donc je pense que la rue, elle aussi, peut, non pas en votant, mais simplement en se manifestant, en disant fort une opinion qui n'est peut-être pas non plus représentative de tout ce que la rue pense. Vous avez dit c'est une rue de gauche. Bon, voilà, on le sait. C'est peut-être un mouvement qui ne durera pas très longtemps, mais une voix s'élève. Et le simple fait que cette voix s'élève nous dit effectivement que ces populations sont intéressées par la chose publique, même si elles ne votent pas. Et elles nous disent aussi qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne peut pas continuer, nous avons besoin de réponses efficaces, de réponses pratiques aux grands défis de la vie courante, quotidienne, immédiate. Serge, peut-on changer le monde sans prendre le pouvoir ? Je pense que oui, je pense que beaucoup je suis d'accord avec Alain, le journalisme fait partie de ces contre-pouvoirs aussi. On peut changer le monde avec des contre-pouvoirs sans avoir le pouvoir. Oui. Et il faut enfin considérer que la politique n'est pas un jeu. C'est quelque chose de très important. C'est la vie de la cité, c'est la vie de millions de personnes qui vous donnent leur voix et ils vous la donnent parce qu'ils vous font confiance pour résoudre leurs problèmes. À partir du moment où on considère que c'est un cercle de confiance, on ne devrait pas considérer que c'est un jeu politique, simplement. Et le mot de la fin pour vous ? Je pense que ça traduit aussi, on peut faire le lien avec les Panama Papers. Ce que disent ces gens, c'est qu'il n'y a pas de récit aujourd'hui national. Il n'y a pas quelqu'un qui porte, ou une femme ou un homme, ou un collectif qui porte un vrai récit, qui leur dit voilà le chemin, c'est peut-être dur, ça va être compliqué, c'est pas forcément du sang et des larmes, mais voilà où on va aller. Je pense que tout le monde a besoin de ça, que ce soit dans Panama Papers, c'est assez incroyable qu'il n'y ait pas un leader aussi, on le voit avec le président américain. Aujourd'hui, même quand on lui dénonce, il n'y a pas cette conviction, il n'y a pas aussi quelqu'un qui dirige tous ces gens. C'est un manque aujourd'hui de leadership. Alors peut-être qu'on peut changer les choses avec ces manifestations, on verra ce qu'elles vont donner. Alors peut-être que Dilem, lui, aide à changer les choses. En tout cas, il nous fait rire, ça c'est sûr. Je vous propose qu'on termine, comme toutes les semaines, avec la semaine de Dilem en dessin, l'actualité d'un coup de crayon. Et on en parlait en début d'émission, on en parlait même à l'instant, Sonia, beaucoup d'agitation autour du scandale Panama Papers. Le Panama, ses chapeaux, ses plages et ses boules à billets du rêve et de l'évasion dans un paradis sur Terre. Alors pour le commun des mortels, la réalité est plus crue. Les Français tombent des nues quand ils apprennent ces affaires de fraude fiscale, des comptes numérotés jusque sur les terrains de foot avec 2 numéros 10 mythiques mentionnés dans Panama Papers cette semaine, Michel Platini et Lionel Messi. Impliqué lui aussi, le Premier ministre britannique se prend les pieds dans son opération de transparence. David Cameron a fini par publier ce dimanche sa déclaration d'impôt ces 6 dernières années. Le hic, c'est qu'il a rendu public un don de 250 000 € de sa mère suite au décès de son père. Façon d'éviter l'impôt sur les successions, s'interroge la presse. On en parlait tout à l'heure aussi, la pénalisation des clients des prostituées, c'est ici la nuit debout, demande ce dernier tout rouge et tout gêné pour échapper à un policier qui le traque. Avec en filigrane cette question un petit peu plus sérieuse, c'est comment constater le délit. Enfin, et on en parlait aussi, le ministre français de l'économie Emmanuel Macron lance son mouvement politique transpartisan, ça s'appelle En Marche, et constat dilemme, quand on ne marche ni à droite ni à gauche, eh bien on tourne en rond. J'espère que ça n'a pas été notre cas aujourd'hui. Juste un mot, lequel vous retenez, quel dessin vous accroche ? On tourne en rond. On tourne en rond. C'est un petit peu. Moi, le client qui demande si c'est ici la nuit debout, je trouve ça excellent. Merci. J'ai compris. Il y a le Panama Papers, parce qu'on parle de feuilles et là, on en a quand même pas mal. Ouais. Bon, écoutez, merci à vous. Serge, on vous enverra une copie des dessins que vous n'avez pas vus, puisque vous êtes depuis Genève. On vous enverra tout ça, vous aurez l'occasion de les découvrir. Merci infiniment d'avoir été avec nous en duplex. Et puis merci à vous trois d'avoir été en plateau. C'était un plaisir. Une actualité passionnante. Et on revient évidemment, nous, dimanche prochain. D'ici là, vous nous retrouvez sur Facebook, sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux. Les programmes continuent sur TV5 Monde. Excellente suite de programmes. Moi, je vous dis à dimanche prochain.